ce soir Joey Aubé, producteur de contenu pour le balado Yann et Franck et animateur du nouveau balado Dom et Joey qui vient d'apparaître sur le site de Radio X. C'était le 17 janvier dernier. Dom, c'est Dominique Moret, animateur célèbre de la radio, de Radio X à Québec. Vous êtes tout jeune, vous aussi, hein, comme Mortaza. Vous êtes né le 12 août 1994. Joey Aubé à Montmagny, sur la rive sud de Québec. Votre père était laitier. Oui. Oui, il travaillait fort, votre père. Ah, c'est fort, c'est peu dire. C'est 34 ans de carrière à se lever à 4 heures du matin et finir très tard. Et disons que, à part ces week-ends, il y a eu 8 semaines de vacances en 34 ans de carrière. Puis de ces 8 semaines-là, il y a 4 semaines que c'est moi qui l'ai remplacé. Donc, vous avez été laitier, vous oui, aussi? Oui, c'est ça. Parce que j'ai été un méchant décrocheur scolaire à une certaine époque. Donc, j'ai appris à la dure sur la ronde de lait donc pendant plusieurs années. Et par la suite, j'ai fait retour aux études et je suis rendu aussi où c'est que je suis aujourd'hui. Puis la politique fait partie de votre vie depuis longtemps. Vous avez été membre de l'aile jeunesse de la CAQ entre 2018 et 2021, groupe que vous avez quitté en février 2021 pendant la pandémie pour désaccord avec les mesures sanitaires. Pas seulement. Ah. Pas seulement. Disons mais quand même. Ça faisait partie de ça en partie, mais il y avait aussi, disons, ça frottait au sein de l'aile jeunesse caquiste beaucoup de ce que j'appellerais le inner circle, le cercle restreint, disons, les plus vétérans de cette aile jeunesse-là. En fait, à l'origine, j'avais rejoint la CAQ après leur victoire en 2018. C'était plus, en fait, je fais un shout-out également à mon premier mentor politique qui est décédé récemment, l'ancien ministre fédéral Gilbert Normand, qui m'avait convaincu, qui était un ami de ma famille, qui m'avait convaincu également de partir, de m'impliquer. Il m'a dit, Joey, si tu veux changer la ruche, même si t'aimes pas les piqûres d'abeilles, il faut que tu ailles dans la ruche, t'as pas le choix. Donc, j'ai décidé d'aller avec la CAQ par la suite. Ça allait quand même relativement bien. Pourquoi vous avez quitté? Bon, les mesures sanitaires, ça vous a quand même... Vous étiez étudiant à l'époque, là. Oui. Ouais, à l'université, puis les cours à distance, ça vous horripilait. Vous l'avez raconté, là. Absolument. Bon. Et c'est surtout aussi, c'est ça, il y avait eu certains événements. J'avais donné du temps pour, à l'époque, la partielle dans Jean Talon qui avait fait élire Mme Boutin à l'époque. Oui. Et il y avait comme plusieurs événements. Moi, au sein de la jeunesse caquiste, en fait, j'étais, comme vous pouvez voir, j'ai une certaine grande gueule. Disons que je parle respectueusement, mais je suis assez posé sur mes positions. Vous avez puis une les voix gens... qui porte aussi, j'ai remarqué. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs que je suis un diplômé du Collège Radio-Télévision de Québec. Tout le monde disait que j'avais une certaine voix radiophonique. Mais c'est ça. Donc, je participais à certains événements, j'avais donné beaucoup de temps, mais pas tout le monde, en fait, un petit groupe restreint n'aimait pas beaucoup nécessairement mes opinions. Qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas de vos opinions? Lesquelles? Ils me l'ont jamais dit directement. Ils me disaient, Joey, fais attention à ce que tu dis. Je dis, OK, mais quel propos en particulier? Et même parfois, je prenais certains de mes collègues de la jeunesse caquiste, j'ai dit, les gars, est-ce que je m'exprime mal? Est-ce qu'il y a de quoi que je dis qui est irrespectueux et je m'en rends pas compte? Ils disent, non, Joey, il n'y a pas de problème. Et disons que par la suite, je me suis fait, on peut dire, ghoster, pardonnez-moi l'anglicisme. Mais qu'est-ce qui dérangeait, Joey? Vous devez le savoir quand même. Je vous dirais que... Laquelle des opinions dérangeait particulièrement? C'est pas nécessairement... Oui, c'est en partie les opinions, mais c'est aussi, tu sais, dans une... On dirait que c'est difficile pour moi d'avoir la réponse. Non, mais je vais vous le dire. Au sein, parce que c'est compliqué, parce qu'au sein d'une aile jeunesse, tu sais, beaucoup de gens veulent faire le bout de chemin et, disons, respecter une certaine ligne pour par la suite, pas tous, mais certains, mettons, avoir certains postes clés, ou avec certains ministères et tout. Et moi, donc, je chamboulais un peu tout ça. Et pour certaines personnes, pas tous, mais certains trouvaient que c'est ça. J'avais la voix un petit peu trop haute pour un petit nouvel arrivant. Et donc, ils m'ont... Vous étiez arrogant. On vous trouvait arrogant? Je n'irais pas jusque-là, mais disons qu'on m'a goursé de plusieurs événements en disant qu'il n'y avait plus de billets, mais finalement, tout le monde m'attendait, puis j'ai jamais été communiqué pour ça. Fait que disons qu'après un certain bout de temps, j'ai eu mon bout. Mais regarde, je revois certains de ces gens-là aujourd'hui, puis c'est du passé dans ma tête. Vous êtes cofondateur de Génération Ambition. C'est un mouvement politique pour faire avancer les idées de droite qui est né dans la foulée du congrès du Parti conservateur d'Éric Duhaime en novembre 2023. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Éric Duhaime? En commun, premièrement, la majorité des idées qu'il prône, étrangement, malgré que c'est ça, c'est un peu spécial à dire. Lesquelles? Nommons-les, là. Je veux que vous nommiez des idées, parce que là, il me semble qu'à date, la gestion saine des finances publiques, le mérite avant tout, le respect des droits fondamentaux des individus, un gouvernement plus restreint, selon moi, qui respecte les droits civiques des gens, et plusieurs choses. Est-ce que vous vous définissez comme un libertarien? Non, pas à ce point-là, quand même, c'est ça. Donc, c'est un mot qui est extrêmement galvaudé. J'ai l'impression que tout le monde l'utilise. Tant que ça. Je vous dirais, mon travail, c'est d'écouter la majorité des médias traditionnels et je peux vous confirmer que ça arrive très souvent. Les médias traditionnels. Mais c'est ça. Puis disons que ça a trop de syllabes. Non, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens utilisent, puis c'est pas une chose également, on parle de terme extrême droite ou même conservateur à certains égards. J'ai l'impression qu'on utilise tellement de termes et que tout le monde
répondre, je crois, à sa propre définition, mais on se la pose jamais. On pourrait parler de woke aussi. Surutilisé. On n'en a pas parlé encore. Non, mais on pourrait parler Je pense que l'idée des extrêmes, il faut se tenir loin de ça. Il faut parler toujours avec parcimonie et un certain calme de tout, ce qui est de moins en moins fréquent en ce moment. Joey, vous avez 30 ans, je l'ai dit, vous êtes ouvertement homosexuel, pro-choix, partisan du mariage pour tous. Vous vous réclamez d'un conservatisme inclusif. Je vous cite, là, vous l'avez dit, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, un conservatisme inclusif? Je vous dirais que c'est principalement, en fait, c'est ça, comme je l'ai dit au début, les mots est un peu galvaudés. Je pense que c'est un retour à la base, c'est un retour au gros bon sens, tout simplement. Je pense que personne, quand on parle de conservatisme en général, ou les gens de droite, déjà, je trouve que de plus en plus, plus le temps avance dans les prochaines décennies, plus les cases gauche-droite sont de plus en plus erronées, selon moi. Je pense que le débat n'est plus là du tout. Je pense que c'est davantage des gens qui sont en faveur d'une davantage de liberté pour ce qui est de la population générale et un avantage d'étatisme et de contrôle de la part, dans ce cas-ci, de l'État, dans différents aspects de nos vies, ce qu'on parle au niveau des déplacements, au niveau de la communication, au niveau de la liberté d'expression. Et on le voit à plusieurs égards. Je pense que c'est les nouveaux deux clans qui clashent. Mais pour ce qui est de l'inclusivité, je pense que c'est principalement... Justement, on n'est pas des démons suppôts de Satan, justement, qui veut qu'on retourne aux valeurs traditionnelles d'un temps d'une paix. C'est pas ça du tout. Là. Je crois vraiment à la société progressive. Puis, regarde, je suis moi-même homosexuel et bien évidemment, je suis en faveur de tout ce qui est derrière ça en grande majeure partie, malgré que j'ai certains petits bémols ici. Je veux juste savoir, le mariage pour tous, oui. Vous êtes contre le mariage? Non, je suis pas. Pour le mariage, parce qu'en France, il faut juste comprendre, là, moi, je passe beaucoup de temps là-bas, puis j'étais là pendant la crise là, avec les manifestations. Le mariage pour tous, c'était pour s'opposer au mariage homosexuel. Et ils ont très bien choisi leur nom pour semer la confusion puis avoir l'air gentil. C'était de la propagande contre le mariage gay. Donc, vous êtes pour le mariage gay? Oui, absolument. Bon, OK, merci. Je suis rassuré. Comment on peut être gay puis être contre le mariage? Il faut juste préciser, parce que le mariage pour tous, c'était contre. Merci de faire. Bon, c'est bon. Alors, je vous cite dans un entretien accordé à Simon Leduc de Libre Média le 25 janvier 2024. On essaie de comprendre, de définir vos idées, parce que c'est ça qui nous intéresse dans l'idée de vous recevoir ce soir. Alors, je vous cite, on veut démontrer que les jeunes ne sont pas tous progressistes, woke, on y vient, éco-anxieux, etc., qu'ils ne pensent pas tous que la planète va exploser dans 2 ans. Est-ce que vous considérez que vous manquez de place dans les médias traditionnels, Joey Aubé, oui, mais c'est pour cette parole-là? C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi j'ai cofondé Génération Ambition avec Héloïse Coulombe, qui est une autre qui est toute jeune, en début vingtaine. Absolument, puis qui était la plus jeune candidate du Parti conservateur du Québec dans l'élection de 2022 dernier. Non, c'est que je voyais principalement les interactions, qu'on parle d'enjeux des jeunes en général aujourd'hui dans les médias traditionnels et pas mal ailleurs généralement, puis je prends l'exemple du Québec, je trouvais que trop souvent, puis je dis pas que ces gens-là n'existent pas, mais je trouvais que trop souvent, on donnait la parole souvent à des jeunes justement beaucoup plus progressistes, je dirais même montréalocentriques, majoritairement parlant, puis je dis pas que je veux pas nécessairement effacer la réalité de Montréal, mais bien évidemment, je suis un gars de région, ce n'est pas le cas de l'entièreté du Québec, et je trouvais que le but de ce mouvement-là était justement de rééquilibrer l'équilibre. Je veux pas empêcher aucunement les gens qui sont contre mes idées de s'exprimer, qui sont également des jeunes, mais simplement de dire que ce n'est pas l'entièreté qu'on dit les jeunes veulent. Non. Une partie des jeunes pensent si, mais je pense que c'est pas l'entièreté. On le voit apparaître là, que les jeunes, je le citais, ce sondage léger, là, que 42 des 18-34 ans ont l'intention de voter pour Pierre Poilievre. On le voit se dessiner, ce portrait d'une jeunesse qui est plus conservatrice qu'une génération précédente. Parlons de Pierre Poilievre. Justement, qu'est-ce qui séduit les jeunes dans son discours? Je vous dirais que c'est peut-être pas... C'est plus un certain retour de balancier, je vous dirais. Si on prend... Parce que c'est ça, je suis né en 94. Si on prend le début des années 2000 jusqu'à présentement, on a eu, si on prend l'exception, bien sûr, du gouvernement Harper, puis en général également au Québec, la majorité des gouvernements... Il était là longtemps, le gouvernement Harper. Oui, absolument. C'est 10 ans ou presque. Quand même. Mais il y a eu majoritairement, même, je dirais, en Occident en général, des gouvernements davantage progressistes, davantage social-démocrates. On prend au Québec, par exemple, au niveau soit de l'étatisme ou aux différentes œuvres sociales qui ont eu lieu. Est-ce que vous considérez que le gouvernement libéral était un gouvernement progressiste? Bien, il se disait social-démocrate. Ils ont été là longtemps. Oui, mais c'est ça, mais c'est un gouvernement social-démocrate étatiste en faveur de l'État-providence, comme toujours. Fait que selon moi, il en est... En tout cas, si on prend ça enjeu par enjeu, il y aura peut-être certaines différences, mais largement, je le considérais là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a eu davantage... En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est ce que j'appelle personnellement la méthode Ginette Renault. C'est en fait, c'est un peu plus haut, un peu plus loin. On veut aller encore plus loin. C'est plutôt Jean-Pierre Ferland. Oui, mais elle a quand même chanté. Quand même. Oui, elle
l'a chanté. Et disons que si je prends le cas du Québec spécifiquement, j'ai toujours vu, même, on le voit clairement selon les dernières nouvelles justement, la nouvelle disant que sous le gouvernement de la CAQ, je pense c'est 74 000, 75 000 nouveaux fonctionnaires qui ont été engagés alors qu'en promettait à l'époque d'en enlever 5 000. C'est toujours une augmentation constante. L'éternelle solution, c'est toujours plus d'État, plus de réglementation, donc, plus de coercition. C'est un État même moins présent. Ça, c'est une promesse claire de Pierre Poilievre, mais il n'y a pas de plateforme encore. Fait qu'on on se demande quelles sont ses idées et en quoi ça séduit les jeunes, parce qu'il n'y a pas de plateforme accessible encore. Fait qu'on ne les connaît pas, ces idées-là. Absolument. Ça serait intéressant qu'on les connaisse. Là. Absolument. Écoutez, mieux en toute transparence, je ne suis pas membre du Parti conservateur du Canada. Je n'ai jamais et je milite aucunement au fédéral. Je m'informe puis je vote au fédéral, bien évidemment. Mais, vous pensez quoi de Maxime Bernier? Vous voulez celui qui s'en rapproche, selon ma définition de libertarianisme de plus au Canada, c'est Maxime Bernier. Oui. En termes vraiment, selon lui, l'État fédéral ne devrait gérer que l'armée, la monnaie, les transports interprovinciaux, absolument. Si on parle vraiment d'un État le plus minimaliste possible. Non, moi, je suis nécessairement... en fait, on me dit conservateur par rapport à la définition d'aujourd'hui, mais en fait, mes idées, c'est davantage, je dirais, libéral classique, dans le sens que, c'est une saine équilibre entre l'État et le gouvernement, sauf que présentement, ce que je vois, c'est que l'État prend énormément de place, et je pense pas que le discours que j'ai, c'est nécessairement un retour aux valeurs ancestrales. On parle de masculinisme, non, c'est un retour du balancier, d'un juste milieu entre le privé et le public, dans différents aspects de nos vies. Vous émettez des idées sur les médias sociaux, c'est là qu'on apprend à vous repérer d'une certaine façon. Bon, vous avez condamné les syndicats, là, avec la nouvelle... Les hautes instances syndicales, je tiens à le préciser, parce que je ne me dirai jamais antisyndicaliste. Selon moi, les syndicats ont leur place dans notre société, comme le patronat d'ailleurs, mais je trouve tellement que, surtout qu'avec les nouvelles qu'on a vues dans les derniers jours par rapport aux fameuses dépenses à la FTQ ou quoi que ce soit, puis l'histoire d'Amazon, bien évidemment, je pense sincèrement... en fait, c'est ce qui me frustre davantage, c'est que via la Formule Rand qu'on a présentement, les gens n'ont pas le choix, même si les nouvelles, puis j'ai travaillé dans des usines à plusieurs égards, n'ont pas le choix de cotiser pour un syndicat. Qu'ils le veuillent ou non, c'est illégal de le faire, ou même de vouloir changer de syndicat, par exemple, ou du moins de transférer à un autre. Ce qu'on voit présentement, et je le vois avec Mme Sainte-Ville et Mme Magali Picard, c'est qu'on a... Que vous critiquez ouvertement, là. Absolument. Ouais. Vous n'êtes pas tendre à son égard. Absolument pas. Et avec raison. C'est qu'en fait... Il est bon, hein? Tout n'est pas de vos opinions. On adore ça. Mais venons-en à d'autres idées qui sont peut-être intéressantes pour le plateau ce soir. Oui, allez-y, terminez. Est-ce que je peux juste terminer parce que les syndicats, parce que c'est quand même important, c'est que je trouve vraiment que présentement, sachant que parce que tout être humain, qu'on soit n'importe où... C'est dû au Québec. Vous savez qu'il y a une force anti-syndicale au Québec. Oui, mais parce que justement, selon moi, les syndicats qui étaient à l'origine des mouvements sociaux pour avancer davantage des travailleurs au Québec, selon moi, ça c'est rendu une grande hégémonie à mon plus grand égard. Et j'ai l'impression surtout que avec la Formule 1, je le dis rapidement, vu que c'est obligatoire de faire partie d'un syndicat et de cotiser, bien, les grandes instances syndicales et donc leurs porte-parole, leurs représentants n'ont plus aucune incitative de représenter réellement la volonté de leurs travailleurs, sachant justement que si ça serait le cas, il y aurait le droit de se désyndicaliser ou de changer de syndicat. Mais c'est compliqué parce que si les gens n'appliquent pas, la force du syndicat est diminuée fortement. Au contraire, qu'ont-ils peur si à ce point-là, si on entend leur discours, si à ce point-là, ils défendent la volonté des travailleurs puis sont si bons que ça, ces gens-là, s'ils ont le droit et la liberté de choix de syndicaliser au bol du lendemain matin, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont aucunement à avoir peur. Ces gens-là sont extraordinaires selon eux. Donc, alors, venons-en à une autre idée que vous avez prononcée à plusieurs reprises dans les médias sociaux, le mouvement LGBTQ+. On a vu une montée d'une certaine homophobie là, chez les ados. Mal à l'aise, c'est ce qu'on disait à l'étude de Gris Montréal. Oui, dont l'entièreté a été publiée hier. Mais il y a une première partie qui est parue le 16 janvier qui témoigne d'une hausse de l'intolérance, vous avez dû voir passer ça, Pierre Lapointe, à la diversité sexuelle dans les écoles du Québec. Je vous cite sur X, le 17 janvier, où vous réagissez à une entrevue menée par notre collègue bien-aimé Patrice Roy au Téléjournal avec la sexologue Laurence Desjardins. Je vous cite. « Aucune introspection sur la possibilité que le mouvement LGBTQ+, soit allé trop loin dans ses dérives. » Qu'est-ce que vous voulez dire? De quelle dérive vous parlez? Je pense que si on prend le début de l'origine du mouvement des droits des gays, qu'on parle des manifestations de Stonewall jusqu'à aujourd'hui, le but à l'origine, c'était vraiment qu'on soit, à un moment donné, comme tout le monde, qu'on ne soit plus discriminé autant par rapport à la personne pour qui qu'on aime qu'au sein de notre travail, au sein de la place publique également, qu'on soit plus discriminé. J'ai l'impression que, puis écoutez, j'ai fait mon secondaire de 2017 à 2011 environ, en région bien évidemment, mais quand même, et je vous dirais qu'à cette époque-là, c'est mon humble opinion, je pense qu'on s'approchait vraiment du summum, du moins au Québec dans ma vision. C'était à la limite, d'égalité? En termes d'égalité, ça a été à la limite d'être accepté, je vous dirais, puis en toute franchise, la seule chose que j'ai vue, j'étais chanceux, j'ai pas été victime ou
j'ai pas nécessairement vu de violence, selon moi, mais à la limite, c'était comme... On traitait encore ceux qui étaient out de tapette, mais ça finissait là. Et j'ai l'impression que depuis 2015, parce que j'ai vu, à l'origine, en 2015, le mouvement, c'était pas LGBTQ+, c'était LGBT. OK. Là, on continue, c'est Q, 2+, barbecue, WD40, et on continue. Je trouve tellement que ça va tellement très loin. Ne vous inquiétez pas, aux États-Unis, ils viennent d'enlever le T. Donc, je veux juste venir sur un point, c'est qu'on est tous interdépendants. La communauté LGBTQ, et on peut rajouter toutes les lettres qu'on veut. Oui, mais on est tous interdépendants au-delà de notre province, au-delà de notre pays. Je suis 100% d'accord. Les pays où on a le plus de droits, on se doit de se garder et puis de parler d'autres réalités. On parlait tout à l'heure de ce qui se passe en Iran, en Afghanistan. La communauté LGBT est intimement liée à ce qui se passe avec la femme. Les pays où les femmes ont des droits, c'est là où on peut avoir des droits. Nous, les gays. Et si on peut avoir des droits, nous, ça permet à d'autres gens qui se définissent autrement d'en avoir. C'est une chaîne qui est conne, mais qui est imposée par le patriarcat. Je suis désolé, mais c'est comme ça. On est des gens de la communauté. Tu t'es peut-être pas... Je me permets de te tutoyer, là. Tu t'es peut-être pas fait écœurer, mais il y en a en ce moment qui se font péter la gueule. Et dans certains pays, on se fait tuer. Et on peut pas tenir la main de notre chum. Et c'est mon point, c'est que présentement... Donc, de dire que c'est fait, on peut vivre ici, puis on n'a pas besoin d'en faire plus. Ça se peut pas, ça. Laissez finir, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, ce que je dis, c'est que je dis pas, OK, fini, on se fout complètement des autres. Au contraire, je pense qu'il y a un principe, en fait, c'est que, premièrement, dans toute société, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, en tout cas, c'est mon opinion, le 5%... un peu comme on l'a vu durant la pandémie avec les non-vaccinés, le 5% de racistes, d'homophobes qui restent absolument, on fera tout et on mettra tous les efforts qu'on veut, malheureusement, ils ne disparaîtront jamais. Je souhaite qu'un jour qu'ils le fassent, ça, c'est mon opinion. Mais par contre, j'ai l'impression qu'une surpression de la part, justement, de la communauté LGBT, qui, en passant, ne nous demande pas toujours notre avis. On pense tout le temps que tout le monde est homogène et tout le monde pense exactement pareil à la même idéologie politique, mais c'est pas toujours ça. Et j'ai l'impression que, justement, au lieu de focusser davantage dans des endroits où les personnes LGBT sont discriminées, comme en Afrique centrale, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, on focus sur le dernier 5%, et j'ai l'impression que pour monsieur, madame, tout le monde, pour parler. Puis je peux comprendre que si on fait partie, si on s'habille LGBT, on mange LGBT, si on fait partie de cette communauté-là activement, c'est tout à fait normal. Puis je dis pas, mon but, c'est pas discriminer les personnes trans. J'en connais. J'ai fait d'ailleurs un podcast de 2 heures avec mon ami. Non. J'ai un ami noir. Non, j'en ai plus que ça, je vous dirais. Puis c'est ça, mon ami Phoebe. Je veux juste revenir avec un truc. Les homosexuels, il y a encore 50 ans au Canada, au Québec, ça n'existait pas. Absolument. Parce qu'il y en avait autant, sinon plus qu'aujourd'hui. Là. Mm-hmm. Mais ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de modèle, parce qu'on n'était pas out. Les trans et les gens qui se définissent autrement, ça n'existe. Moi, j'ai croisé des gens d'un certain âge, ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait parce qu'il n'y avait pas de mots pour exprimer ça. Donc, de parler de la réalité LGBT, de dire qu'il y a d'autres choses que des gens qui se définissent par homme ou femme, puis des gens qui sont dans le mauvais corps par rapport à comment ils se sentent, plus on en parle, plus les gens autour vont avoir la possibilité de s'identifier à quelque chose et comprendre leur malaise. Le taux de suicide chez les gens de la communauté LGBT, on ne peut pas faire autrement. Les chiffres sont alarmants. La violence envers la communauté LGBT, et c'est là, c'est des faits. Et un 5% devient rapidement un 10 et un 15 et remonte. Oui, et donc, il faut continuer à parler. Et c'est pas, ça empêche personne autour de lui. Oui, je vous dirais, parce que j'ai lu... Et on va terminer là-dessus, Joey Aubé, parce qu'on veut parler du formidable album de Pierre Lapointe. Parlons de moi. Mais si je peux conclure... vous donne quelques secondes. Oui, si je peux conclure là-dessus. Le but principal, selon moi, puis je l'ai lu l'entièreté de l'étude de Gris Montréal par rapport à ça, le hausse de mal à l'aise, selon moi, est davantage... en tout cas, davantage une hausse que j'appellerais une certaine écœurantite. C'est pas une question de... Je vous donne un exemple rapidement, Mme Marie-Louise. Oui. Si on serait collègue de travail... Je vous ai donné 10 secondes, oui. là. Si on serait collègue de travail, puis on travaillerait ensemble. Puis à tous les jours, je vous dirais, on va souper ensemble, Puis à un moment donné, on va dire, OK, je vais y aller une fois, mais arrêtez de m'écœurer avec ça, that's it, that's out. J'ai l'impression qu'à force de trop pousser le bouchon, il va arriver un backlash à un moment donné. On a entendu tant que ça parler des gays de la communauté LGBT. Vous seriez surpris. Je suis pas surpris. Parlons de mon album, Marie-Louise. Sortez de l'Hélogénie une fois de temps en temps. Joey Aubé, on écoute. C'est vrai que c'est surtout en dehors de Montréal qu'on en parle. Sortez de quoi? De l'Hélogénie une fois de temps en temps. Ça, c'est Montréal. C'est Andréa Bois qui disait ça. Les politiques deviennent de plus en plus tutologues. On parle de tutologues. Je fais le tour du Québec à faire de la tournée depuis 25 ans. Alors moi, je propose qu'on écoute un extrait de cet album. On en parle plus dans les radios conservatrices que moi, je viens de Québec et d'un petit village.